Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne de Vérité à venir. Contrairement aux souhaits de certains de me voir disparaître, ou encore d'avoir des problèmes avec la justice ou avec mon employeur, il n'en est rien. Vous constatez, je reste persévérant, perspicace au travers de différents formats vidéo, des revues d'actualité, des analyses face caméra, des conseils de lecture, des interventions aussi en extérieur, comme chez Los Locos, et tout le reste. Et vous remarquez une autre chose, c'est qu'à chaque fois que je lance la caméra, ou peu importe d'ailleurs que j'interviens, il y a toujours derrière des sources, des livres, des magazines, des journaux et tutti quanti. Et ceux qui s'en prennent à moi, en réalité, veulent également attaquer l'accès à la connaissance. Ils veulent censurer. Je sais pas pour qui ils se prennent exactement. Il n'est pas question de morale et tout, hein. Là, vraiment, ils veulent juste censurer parce que ça ne leur plaît pas. Point. Pour contrevenir à leur plan, vous êtes conviés, chers auditeurs et spectateurs, à liker, à commenter et également à partager, soit avec l'URL, soit la flèche en dessous, pour me propulser en visibilité et de l'autre côté également jouer un peu à augmenter la colère de ces trolls, de ces hargneux, teigneux qui pour certains, depuis quelques années, m'inventent une vie, vont même aller signaler à mes employeurs ce que je peux faire. Il y a également ceux qui s'emportent dans l'excès de colère en me disant « Ouais, ce que t'as dit sur l'islam, là, sale facho, xénophobe, islamophobe, il va falloir l'assumer dans le monde réel. » Mais bande d'abrutis. Déjà, premièrement, vous êtes qui, vous, pour menacer? Vous croyez que je vais baisser la tête dans le monde commun, comme ça, parce que vous intervenez? Non, vous vous êtes mis à la rigueur en habillement de chevalier, mais il n'en est rien dans la réalité. Vous ne tiendrez pas la route. Ce que je dis sur Internet, je le dis dans le réel, et sans problème. Premièrement. Ensuite, certains me disent que je vais trop loin dans des contenus, dans mes prises de position, entre autres sur les posts. Parce que sur les posts, on me laisse entendre que ce ne sont pas des éléments à traiter, c'est que des faits divers, ça relève de l'actualité et rien de plus. On ne devrait donc pas en faire des faits de société. Désolé de vous rappeler qu'au vu de l'importance et de la récurrence des soucis rencontrés dans la délinquance et la criminalité, nous sommes sur des faits de société. Que ça vous plaise ou non, c'est des faits de société. Et alors, il ne s'agit plus de traiter le périmètre, mais rentrer dans le cœur. Qui sont ceux qui ont la haine de l'Occident, la haine des chrétiens en particulier, venant sur notre sol dans un esprit de conquête et en nous disant « ferme-la, tais-toi là, t'as pas à traiter ces sujets, sinon t'es d'extrême droite ou de la droite. » Je veux dire, vous êtes qui, vous, pour venir nous dire à nous, autochtones, ce que l'on a le droit de traiter ou non, intervenir dans la liberté d'expression ou encore dans la liberté d'opinion? Vous n'êtes personne. Et je me soumettrai jamais, jamais je dis bien, à vos menaces ou encore vos manipulations de jouer sur l'émotionnel en disant non mais là tu te fais instrumentaliser par la droite. Parce que du coup je devrais me taire sur le remplacement, sur l'imposition et l'abaissement en soi d'un cultuel qui vient d'ailleurs, une manière de s'habiller, le régime également alimentaire et toutes les transformations que j'observe, certainement pas. On ne fera pas taire à nouveau. Si vous êtes comme moi, chers auditeurs et spectateurs, commentez également, partagez votre voix, ne vous laissez pas dans l'impression qu'ils ont déjà gagné. Non, non. Le combat est là. Et il joue. Et il joue particulièrement non pas contre les étrangers, mais contre la délinquance et la criminalité. Certes, dans ce qui pose problème, à 70-80%, on retrouve des walla walla. Et donc, quand le bon sens se fait entendre, c'est-à-dire que je partage ce que je vous dis là, c'est fait de société, je mets des commentaires annexes, de temps en temps j'en rigole, à d'autres instants j'essaie d'être plus sérieux, et aussi je participe à trouver une solution. Et je vous ai dit, rien de mieux, en tant qu'être humain, que de constater ce qui se passe quand il y a un corps étranger qui rentre dans le nôtre et qui commence à le contaminer. Par exemple, par un cancer, une tumeur, ou encore un virus qui est rentré. Le corps, il fait quoi? Il se défend. Il va essayer d'isoler le problème pour éviter que ça se répande partout et que le décès survienne beaucoup trop vite. Il va même essayer de se rétablir. Se rétablir avec peut-être d'autres corps étrangers, c'est pas un souci, mais également avec ce qu'il a à l'intérieur. Et pour ce faire, bien il isole le problème. Et c'est ce que j'ai dit sur Internet. J'ai exprimé mon envie d'en arriver à ce qu'il y ait des capitaines tchou-tchou, que l'on puisse charger les wagons et prendre l'orientation des camps du travail.
Ceux qui ont fait du mal à la France et également aux Français et Françaises doivent en payer le prix. Ils doivent travailler, ils seront libres par ça, le travail rend libre, un moment ou un autre, pour rembourser leurs dettes et à l'État et aux victimes qui ont subi tout leur côté nuisible, voyez, leur provocation, même plus que ça encore, devrais-je dire. Leurs faits, leurs actions néfastes. Ils doivent à un moment ou à un autre rembourser la société. Et puis, s'ils détestent tant l'Occident, on leur offrira très rapidement après la période de travail pour compenser ce qu'ils ont fait en dégâts, un retour dans leur bled, sans souci. Donc il n'y a rien d'extrémiste. Dedans, il y a l'intégralité, c'est-à-dire c'est 70% de Walla Walla, mais il y a aussi les 30% de Français autochtones qui auront la même direction, le camp du travail, pour également être tout simplement remis à niveau, rééduqués, puisqu'apparemment ils semblent manquer de vivre ensemble, d'harmonie. Ceci étant dit, vous comprenez, derrière, ça génère des armées de trolls ou encore de communautés qui... Ah, t'es xénophobe, raciste, islamophobe, qui viennent clic, signaler en masse et essayent d'obtenir ma censure. J'ai dit, ça ne marchera pas. Pour les autres, ils vont carrément s'attaquer également à mes contenus, comme là aujourd'hui, face caméra, ou encore quand je partage de la connaissance. C'est vous dire l'or, l'eau de malhonnêteté. À côté de ceci, de temps en temps, je suis chez Los Locos. Et l'objectif du jour, c'est pas de refaire les directs qui ont eu lieu. Hein, loin de là. C'est simplement de rappeler à Sophia notamment que quand on emploie certains mots comme polarisation, il faut comprendre de quoi il est question. Parce que c'est beau de dire oui, parler que des immigrés ou montrer le problème de l'islam, c'est faire le jeu de l'extrême droite, du sionisme aussi. Non ? On peut en parler sans être dans le parti politique en tant que tel, et secondo, excuse-moi, tu abordes le fait de polariser. Mais je t'ai répondu chez Los Locos, la polarisation est aussi un fait de ta religion. Il y a l'Oumma, les koufars, et en intermédiaire, si on peut voir ça, les gens du livre, qui vont être vus soit comme koufars, ou soit comme gens de l'Oumma, puisqu'ils sont invités à la parole commune, et que tout au long de votre histoire, avant d'accéder à cette parole commune, il fallait gagner du territoire. Et pour obtenir du terrain, il y avait cette question de jizya, c'est-à-dire la taxe à verser pour non-musulmans pour vivre en territoire qui est devenu musulman par la conquête, puisqu'il ne l'était pas au passé, qui devient musulman par la conquête, des fois même avec le sabre, avec l'application de la charia, dont on peut rapidement accuser quelqu'un avec 2-3 complices pour le faire disparaître. Tout ceci existe et est documenté. Les traites barbaresques et tout le reste. Et à côté de ceci, ils deviennent dhimmis. Donc, sous protection. Diminués, soumis. Soumis à qui ? Au régime musulman. Contre qui ? Des musulmans. Dès lors qu'ils ne payent plus et qu'ils ne conviennent pas au programme et à ce qui a été établi, ils deviennent des adversaires, donc des koufars. Vous êtes dans la polarisation et dans beaucoup d'hypocrisie quant à ce que vous appliquez. Puisque je vais revenir rapidement sur un fait, avant d'aller au sérieux de l'émission du jour, après à peu près 10 minutes d'introduction, c'est ceux qui menacent, qui me disent que je vais devoir assumer donc dans le réel mes propos. Je vous ai dit, il n'y a aucun souci. Il y en a même certains, après m'inventer une vie, ils pensent m'abaisser en essayant de faire la critique ad hominem de mes caractéristiques physiques. Apparemment, je suis roux. Enfin, je sais pas. Peut-être un problème de vision, faut changer les lunettes. Apparemment, j'ai des bras comme ça, tout petits comme un nain. Je veux dire, je pense que ça va, tu vois. Je t'emmène dans ta gueule, on verra si tu la sens passer ou pas. Secondo, ceux qui me menacent et tout, comme quoi je n'ai pas le droit d'user de ma liberté d'expression alors que je ne contreviens pas aux lois, je pense que vous ne vous êtes pas réveillé là. Il y a un moment, il va falloir sortir du sommeil. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Ouais, arrête de te prendre pour un chevalier ou je ne sais quoi, ou pour un guerrier, tu vas rien faire. D'accord ? Tu ne contreviendras pas à ma parole. Parce que moi, ce que je fais en critique, je le fais avec des arguments. L'islam, pourquoi elle aurait droit, sur notre territoire, d'insulter jour et nuit les chrétiens, notamment au travers de plein de versets et de sermons également avec les imams, qui disent « N'associez personne à Allah. Ceux qui font ça sont des mécréants. » Et les mécréants méritent quoi ? La mort. Méritent le jugement. Méritent encore bien des conséquences désastreuses.
En fait, quand vous dites ça, c'est une attaque contre les chrétiens, parce que vous êtes une invention des talmudistes. Les talmudistes arrivés entre le 3e et 5e siècle ont échoué à obtenir une grosse communauté qui viendra s'étendre pour attaquer la notion de Yeshua bar Eli, Jésus fils de Dieu. Alors ils se sont mis à trouver comme ça un commerçant, un bédouin au cœur endurci, qui lui serait prêt à tout, venant des Kouraïch, c'est-à-dire ces marchands encore, ces marchands de sommeil, ceux qui entretiennent le lieu de la Mecque où il y a plein de statuettes, où ça circumambule et ça fait tout un tas de divagations quant à ce que Dieu attend. Et il trouve avec sa compagne Khadija, pareil, dans le commerce, ils savent manier les mots, ils savent vendre des objets, des tapis, des marchands de tapis, des marchands de sommeil. Et alors, ils vont trouver en lui un petit apprenti qui vont faire grimper. Et celui-ci va combattre les siens pour récupérer une forme d'autorité, éviter les subdivisions entre plein de croyances, pour former une union principalement orientée contre les chrétiens. Puisque si vous étudiez l'islam, du début à la fin, c'est « il n'y a pas pire péché que celui qui est associé à Dieu un fils, il n'y a pas pire péché que celui qui associe ». C'est donc une attaque contre les chrétiens à l'époque. Et à côté de ceci, il y a la sourate 5, verset 51, la sourate 4, verset, je ne sais plus, il y en a 2 ou 3 dans cette sourate qui sont intéressants quant à la critique des chrétiens. La sourate 9, verset 28 à 31, où ils en appellent carrément de leur vœu et apparemment de la parole de Dieu à ce que Dieu intervienne pour anéantir juifs et chrétiens qui attribueraient un fils à Dieu. Ozaïr est fils d'Allah et Yeshua bar Eli, donc Jésus fils de Dieu. Voilà qui ils sont. Et ils pensent venir aujourd'hui me contredire sur Internet, alors qu'en plus, j'ai exposé aussi non pas en jetant des saucissons ou encore en mettant des caricatures comme ça, j'ai appuyé par Saïr al-Bourari et Muslim, par ces 2 éléments, qui est reconnu de la Sunna, donc de 80% des pratiquants, que leur Mohammed est un pédocriminel. Et cette critique de pédocriminel n'est pas anachronique, puisqu'il n'y a jamais eu comme ça ce phénomène où dans la société, des vieux se marient avec des petites. Ça n'existe pas. J'ai donc mis KO, de façon technique, avec les éléments, quelqu'un qui prenait Rebecca et Isaac. C'est mort. Il prenait la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il n'en parlera plus maintenant que j'ai passé les extraits où on voit bien qu'il est question de relation entre les enfants et non pas avec des adultes. Mais c'est sûr que ton interprétation, quand tu lis un texte et que t'es déjà un décadent et que t'es quelqu'un qui est prêt à tout faire pour défendre un monstre, commettre l'horreur, produire l'horreur, n'est plus une frontière pour toi. Et je m'adresse à Alain comme à bon nombre d'ailleurs, qui sont venus pensant, je vous dis, m'abaisser, me mettre la pression, jouer de mes critères physiques, et tout le reste. Ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, le sujet du jour, c'est ça. La 2e partie de Planète Terre sous contrôle révélation, livre que j'ai écrit en 2018, mais comme je vous l'ai laissé entendre, il n'est pas disponible sur Internet, puisqu'il y avait déjà beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai pas une bonne maîtrise, on va dire, de l'orthographe. Aujourd'hui, un peu mieux déjà, parce que quand je relis, je détecte les fautes. Donc ça serait d'un meilleur niveau si je l'écrivais là. Et à côté de ceci, c'est un livre, je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, qui associe et la réalité, et également la fiction, ajoutant des prospectives sur les technologies et tout le reste. À côté de ceci, y est inclus et saupoudré de l'amour, de l'harmonie, des rencontres humaines, pour essayer d'aboutir après à des échanges et à construire un système dans le système, puisqu'on ne peut jamais sortir du système en tant que tel. Alors, autant être l'État dans l'État. Comme ce qu'ont fait d'ailleurs certains qui sont aujourd'hui dénoncés pour avoir pris des milliards, armé un pays en particulier, fait des conquêtes et tout le reste, c'est parce qu'ils ont fait l'État dans l'État. Dans ce livre, en 4e de couverture, je vous avais dit 2 petites citations de Jacques Prévert et Anatole France, et on parlait des libertés, du pouvoir s'accentuant aussi avec l'intelligence artificielle, la récupération des big data, sur tout et n'importe quoi, pour obtenir une surveillance, monter des réseaux, créer des phénomènes de foule, à côté de ceci, tout dématérialisé, même peut-être par la suite l'homme en lui-même, qui n'est plus cher, on l'oriente sur autre chose, sur le New Age,
pour également le marchander. Comme on modifie le vivant par les OGM, organismes génétiquement modifiés, il me semble avoir inclus le concept d'HGM, Human Génétiquement Modifié. Par la PMA, la GPA, mais également l'accès au clonage et après l'enfermement des résistants à ce nouvel ordre international. Si je le nomme ainsi, c'est pour éviter la censure, mais il est bien inscrit autrement. Je vous remets rapidement le visuel. Voilà les thèmes principaux, ou quand même ce qui va primer avant tout dans cet amour, ces rencontres et cette lutte, c'est la parole du Christ. On s'en remet avant tout à ça. Je vous montre un instant. Et pour aujourd'hui, nous reviendrons rapidement sur la partie des technologies, reconnaissance faciale et tout le reste, puis sur ce que j'ai inventé, c'est-à-dire une sorte d'émission entre télé-réalité, aventure et plus encore. Le titre, c'est soit celui qui va au bout, soit celui qui va au bout. À la fois être soi, pour pouvoir se réaliser, il faut aller au bout de sa vie, au bout des chapitres, mais aussi dans ce concept, la concurrence avec les autres, et je mets en fait en image Google, IBM, Accenture, mais surtout Microsoft et Genesis, avec la construction de cette télé-réalité version 1, où les gens sont équipés de caméras, vous allez voir, le public peut les soutenir en débloquant des crédits, et derrière ça leur entraîne des bonus, ou bien en ajoutant des malus pour faire enfermer des personnes, les priver de sommeil, ou encore leur interdire d'avoir une tente, par exemple, pour passer la nuit, puisque c'est une aventure qui se déroule sur une grande zone forestière, et il y a plein d'activités. Et chacun doit essayer de trouver des choses et tout. J'avais pas trop creusé la première partie, mais le résultat, c'est que celui qui allait au bout obtenait une forme d'immortalité. On ne sait pas encore, je ne vous le dévoile pas, si l'immortalité va être physique, avec une régénération cellulaire, des transplantations d'organes, des implants et tout le reste, ou si c'est une matrice, et l'homme va donc être conduit vers un logiciel, pour vivre éternellement sans avoir à se charcuter. Il y aura la deuxième version, après, qui va être lancée. On va lire tout ça aujourd'hui. Et cette deuxième version, elle va plus loin. C'est l'avènement du transhumanisme dans une certaine forme, où dès le début de l'aventure, les gens ont droit à des modifications de caractéristiques physiques. Ils peuvent, par exemple, décider pour l'émission, mais après ça sera définitif, de se faire amputer et de devenir des cyborgs. Par exemple, avoir une main augmentée, ou autrement enlever un œil et le modifier pour qu'il y ait une vision thermique, nocturne et tout le reste. Puisqu'ils seront en concurrence dans une nouvelle forme d'émission télévisée pour accéder au bout et obtenir plus encore. Plus de la matrice. Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit en 2018, les amis. À cette époque, j'avais 20 ans. J'avais un peu de temps devant moi. Alors, je vous propose de lire tout ceci. On avait parlé de Rudi Reichstadt, de la propagande qui s'exerçait, où il y ait complotisme, radicalisme, premier pas vers le terrorisme, alors qu'il n'en est rien. Et nous poursuivions après avec les différentes arnaques de l'État, mais surtout l'annonce de Facebook où ils parlent d'utiliser une technique encore inconnue du public. Ils ont annoncé avoir envoyé un son inaudible par l'humain vers un smartphone dans la pièce qui lance l'enregistrement de ce qui se passe donc dans la pièce, afin de savoir ce que les gens pensent, disent lors des publicités télévisées. Une information révélée à quelques mois d'intervalle du scandale des enceintes connectées, les chatbots et tout le reste, qui enregistraient ce qui se passait dans la pièce où elles étaient installées sans que leur propriétaire ne les ait activées, puisqu'il fallait au OK Google ou Siri et d'autres encore assistants qui puissent répondre instantanément. Pour ce faire, il faut donc un enregistrement continu. Sinon, comment ils peuvent s'activer ? Tonio pensait que les téléphones, donc Tonio c'est le personnage principal, que les téléphones enceintes connectées enregistraient des moments de notre vie pour nous les vendre plus tard afin de retrouver les bons souvenirs.
Un autre scandale refaisait surface. C'était lié à un smartphone utilisant la reconnaissance faciale. 30 000 points du visage étaient analysés pour déverrouiller ce smartphone de dernière génération. Mais derrière cette dite révolution technologique, la marque qui produisait ce type d'appareil répertoriait chaque utilisateur dans ses dossiers individuels. Il y avait nom, prénom, adresse, contact, application, profil, visage, expression, etc. Par rapport à la reconnaissance faciale, il y avait des actualités qui faisaient penser à un film. Les Indiens n'auront bientôt plus besoin de passeport pour prendre l'avion. Le gouvernement a décidé de généraliser la reconnaissance faciale comme moyen d'identification dans les aéroports. La mesure devrait permettre aux voyageurs ayant oublié leurs papiers de pouvoir embarquer tout en réduisant les files d'attente lors de contrôles. Toujours plus rapide. Comme en Occident, les magasins avec les caisses automatiques. Plus le temps de mettre ses courses, d'attendre que la personne d'avant passe, d'échanger un peu avec la caissière un ou deux mots, un sourire ou plus encore, un téléphone pour faire une rencontre, c'est terminé ça. Maintenant c'est face aux robots, individualisé. Et donc pour faire des rencontres, il y a de moins en moins d'opportunités et les gens sont obligés de passer par les applications où ils seront sous contrôle, placés avec les algorithmes qui décideront à leur place de qui ils vont rencontrer. On remet notre destin entre les mains de Big Brother et Big Mother. Contrôle des comportements, des sentiments aussi. Et ça va trop loin. En Chine, on a la police qui était désormais équipée de lunettes de reconnaissance faciale, ce qui leur permettait, parmi un catalogue de criminels recherchés, de les localiser et de les arrêter parmi la foule. En Chine, il y a des millions de caméras. Grâce à la reconnaissance faciale, un logiciel appliqué par-dessus la capture d'image, que je retrouve. Ils ont la capacité par cette reconnaissance faciale et l'analyse d'image de localiser n'importe qui en 3,5 secondes. Dans le passé, il y avait déjà eu des policiers utilisant ce type de lunettes connectées, mais ça, en 2014, ça n'avait pas forcément fonctionné. La police de New York avait testé des lunettes de Google. L'idée avait été lancée par un soldat de feu et développeur d'application, Patrick Jordan, qui participa au programme Google Glass Explorer. D'ailleurs, je mets juste une parenthèse, récemment, c'est le patron, je crois, de Facebook, un truc comme ça, qui a fait un flop. Il a tenté de sortir des sortes de lunettes avec réalité augmentée, et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est un coup de com' ou pas ? Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, peut-être. Il indiqua que les lunettes connectées pourraient fournir beaucoup d'informations cruciales. Par exemple, pour ceux qui vont secourir, les pompiers ou les policiers, ils auraient les plans d'une maison ou d'un immeuble, avec les endroits de sortie, les différents accès au logement, là où forcer également un mur ou une porte. Qu'est-ce qu'il est plus judicieux de faire ? Péter peut-être une partie de placo que de forcer une porte blindée. À côté de ceci, les lunettes pourraient également fournir à la proximité des bornes d'incendie la présence de substances dangereuses, avec l'analyse par exemple de la fumée et de son opacité et tout le reste, ce qui aura pour but de faciliter le travail des pompiers. Alors, hop, j'ai mis quelques marque-pages. Ce projet est déjà en fonction pour les employés du FBI qui, grâce à des lunettes connectées, leur présentent des plans des bâtiments en vue holographique, avec la connexion à tous les équipements du bâtiment, aux caméras, ordinateurs, téléphones, détecteurs de mouvement et tout le reste. Après, il y a la femme de ce Togno, qui est Prunelle, qui resta un long moment sur deux actualités en rapport. En Chine, des millions de citoyens seraient à présent notés. S'ils traversaient le passage piéton rouge, alors ils viendraient à perdre des points. S'ils font une recherche contre le gouvernement ou sur la démocratie, ils perdent des points. Si les individus perdent trop de points, alors ils peuvent être sanctionnés, pouvant être interdits de prendre le train, l'avion. Les citoyens peuvent aussi gagner des points. On n'en perd pas seulement. Ce programme existe, mais c'est plus difficile. Depuis 2014, en fait, en Chine, il est possible notamment de gagner des points en consultant des vidéos à l'effigie de Xi Jinping, ou encore dans la rééducation quant au plan du gouvernement. Et il est mis en fonction sur bon nombre de citoyens. Alors là, après,
je rajoute peut-être une part de fiction, je ne sais plus. En France récemment, les politiques ont été notés sur différents critères, ce qui fait penser à Prunel que les politiciens montrent l'exemple de ce qui va arriver au peuple. D'ailleurs, le pouvoir imagine toujours ce qu'il sous-entend. Le président a acquis un chien peu obéissant. Ça, c'est une réalité. Macron et son chien qui, au début de mandat, était à faire n'importe quoi, et finalement, sera éduqué. C'était une image pour le peuple français. Vous qui ne comprenez rien au projet, vous serez réfractaire. À coup de tonfa, de gaz et de restrictions économiques, vous vous soumettrez. Le président a acquis donc un chien peu obéissant qui, au fur de son mandat, semblait être éduqué, donc corrigé. Sous-entendu que le peuple est comme le chien, au début réticent, puis au fur et à mesure, la fenêtre d'Overton se referme. Le gouvernement l'éduque, ou du moins, le programme. Ce système va-t-il s'introduire en Europe et à travers le monde ? Un plein d'actualités peu rassurant, mais très intéressant à décrypter. Tonio voyait que sa communauté s'intéressait de plus en plus, mais il craignait que les perturbateurs extérieurs viennent salir l'image de ce mouvement de résistants, qu'il souhaitait finalement voir. Alors attendez, là j'ai fait une erreur de frappe. Qui souhaitait donc s'informer et dénoncer bon nombre de scandales. Du côté du groupe VA, de ses valeurs ancrées, il commençait à y avoir des mouvements de résistance, manifestations organisées au dernier moment, dans les grandes villes, distribution de flyers, banderoles faisant la promotion d'un changement, d'un renouveau. Les gens en parlaient, et certains expliquèrent que ces actions étaient bonnes, qu'elles étaient dans la paix. Ce n'était pas une résistance bidon comme les Anonymous d'ailleurs. Pas mal d'individus pensaient que les Anonymous avaient été créés par la CIA. Le contre-feu. Tonio avait consacré toute une page sur son site pour expliquer en détail les buts à atteindre avec le parti VA, et ce qu'il fallait avoir comme valeurs et croyances pour pouvoir adhérer au parti. À savoir, reconnaître le Christ, être pour l'identité, et plus encore. Le site, suite à la promotion fait par la communauté, enregistrait des visites records. Tonio recevait de nombreux mails qu'il partageait avec sa femme pour répondre à tout le monde dans un meilleur délai possible. Il recevait également des lettres d'adhésion de certaines personnes voulant échapper au big data. Donc ils ne passaient pas par les mails ou les réseaux sociaux, ils étaient toujours sur le format papier. Tonio avait également, dans un premier temps, essayé de construire un terrain avec une salle de conférence et plusieurs chalets pour accueillir certains habitants assez loin du lieu et d'autres qui souhaitaient échapper aux grandes villes. Ça se poursuit et on arrive à un dernier type de télé-réalité. Donc là, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Quelques jours plus tard, Tonio et sa femme reçurent des messages les avertissant que la télévision proposait des programmes de plus en plus scabreux. Après les télé-réalités où des gens se clashent, se jugent, s'invectivent, un nouveau type de télé-réalité était en train d'arriver. Les producteurs étaient allés encore plus loin, en proposant une émission où un couple met au monde son enfant sous les caméras. Ça, c'est une réalité. C'est une des influenceuses, j'ai plus son nom, sur W9, une blonde, peut-être que vous retrouverez, qui était également accusée de faire de la sorcellerie et tout le reste, qui a eu un enfant et la télé a financé pour notamment tourner la vie de ce couple et la mettre sous caméra. Et je disais même, alors là c'est venu plus tard cette réflexion, le comparatif avec le Truman Show, où tout est factice, eh bien, je sais plus s'ils ont un ou deux enfants, mais en fait, leurs enfants, ils se demanderont à quel moment ils ont eu des vrais rapports avec leurs parents, c'est-à-dire parents-enfants, la famille et tout le reste, et quelle est la grande part d'instrumentalisation. Puisqu'il y avait les caméras des télévisions, mais également ces influenceurs qui aujourd'hui dégainent le téléphone à la moindre chose, voire vont essayer de produire, je sais pas, un moment de malaise pour le gamin et faire rire leur communauté. Ou encore afficher le gamin en disant « Ah, t'es encore en train de manger », le juger. Et plein d'autres choses comme ça qui sont scandaleuses, humiliantes pour les petits, et se posera la question de savoir où était le vrai rapport humain, familial et plus encore, comment je peux dire ça, de vrai amour, et où se passe la partie de scénario, d'instrumentalisation pour faire de l'AdSense, des publicités, trouver des sponsors et tout le reste. Ça m'est venu après, mais c'était en relation avec ce que j'avais écrit. Les personnes qui participaient aux télé-réalités étaient toujours prêts à aller encore plus loin, relever des défis dans l'idiotie, pour la popularité et l'argent.
Certains pensaient que la télé-réalité en général permet en quelque sorte de voyager dans le temps, notamment à travers les musiques qui ont marqué... Alors là, la télé en général, excusez-moi, par rapport aux différents contenus. Tu es dans les chaînes, tu as mis tes chaînes enfermées. Et tu peux, soi-disant, voyager, écouter de la musique, faire des karaokés, t'informer, plus encore. Ils pensaient donc que c'était un voyage dans le temps, notamment à travers les musiques qui ont marqué les époques, ou encore avec les films des plus anciens aux plus récents. Un tout dernier type de télé-réalité, si on peut appeler ça comme ça, allait arriver sur les écrans et faire beaucoup de bruit. Des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, de riches personnes, des familles également importantes, avaient financé une émission qui serait bientôt diffusée. Quelques semaines plus tard, 19 octobre 2018, parce que dans le livre, et j'essaye de mettre une sorte d'ordre chronologique, même si ça n'a rien à voir forcément avec la réalité en soi. Cela faisait déjà une semaine que l'émission « Soit celui qui va au bout » avait commencé. Cette émission, financée par Google, IBM, Genesis, Orange, Samsung, ainsi que de riches personnes telles Bill Gates, George Soros ou encore des familles influentes comme les Rothschild et Rockefeller, poussait les programmes télé encore plus loin. Tous les programmes ayant existé à ce jour seraient caducs. Le premier jeu de tous les temps, qui promet d'offrir l'immortalité aux vainqueurs. Une immortalité spéciale, où l'on avait peu, voire pro de détails. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce de l'immortalité physique sur Terre, dans un logiciel, dans l'espace ? Quelle pourrait être la forme d'immortalité proposée ? Les premiers épisodes de cette émission ont réuni plus de 100 millions de personnes devant leur télévision à travers le monde, avec les traducteurs instantanés. Chacun pouvait s'identifier aux personnes. L'introduction du générique indiquait « Partir du singe vers l'immortalité d'un dieu ». 12 candidats, un maître de jeu, étaient envoyés sur une île. Un tout nouveau type de technologie au point était là. Chaque recoin de l'île se retrouvait filmé par des micro-caméras, des drones silencieux de la taille d'une libellule offrant des magnifiques angles de vue. Chaque candidat se trouvait équipé d'une montre connectée de toute dernière génération, avec une batterie pouvant durer 1 mois, et transmettant en temps réel l'état de santé des candidats, que l'on peut consulter donc sur des applications. Qualité de l'air, rythme cardiaque, niveau de stress, énergie, etc. Ces montres sont proposées par Google et l'IA d'IBM propose de son côté les analyses, les suivis et tout le reste des services. Tous les participants commencent avec les mêmes habits. Un kawaii, une paire de chaussures de sport, un sac, une bouteille d'eau d'1,5 litre, un t-shirt, un shirt, un ensemble jogging et 3 sous-vêtements. Et qui sont mis au même rang, on les place un peu en état animal pour correspondre à ce que je vous disais, le début du singe, un truc comme ça, jusqu'à l'état d'un dieu. Donc on les met dans des conditions périlleuses pour après, soi-disant, les conduire au meilleur. On rappelle, ils sont sur une île et vous allez découvrir la suite. Le personnage virtuel, donc chaque candidat, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous lire ça, un short, un ensemble. Sur l'île, il y a 24 points pour que les candidats puissent se connecter à leur personnage virtuel. Chacun peut accéder à des points, on va dire à des spots connectés pour alimenter un personnage virtuel. Donc il y a une aventure visible et invisible. Et en fait, ce jeu télévisé, entre guillemets, que j'invente et que je mets en scène, c'est aussi l'immortalité, c'est pas visible. Nous, on le voit pas pour l'instant. On sait qu'il y a la mortalité. Et donc, dans ce jeu-là sur l'île, c'est le côté visible de ces humains qui vont s'affronter dans ces épreuves, essayer de s'orienter, de survivre et tout le reste à des conditions difficiles. Et c'est l'invisible, ils doivent aussi entretenir un personnage virtuel. Le personnage virtuel commence à 80 sur 100 d'énergie. Si le perso virtuel passe sous le seuil des 50%, le candidat a 1 jour pour le remonter. Si le perso virtuel descend en dessous de 40 sur 100, une pénalité est attribuée au candidat. De 0 à 10, le candidat est mis pendant 1 heure dans une salle qui envoie des sons du plus aigu au plus grave. Si le candidat tient et qu'il n'abandonne pas, il est remis en jeu avec 30 points d'offert à son personnage virtuel pour retourner à 40 sur 100 et juste sortir de la pénalité qu'il vient de subir. S'il appuie sur le bouton rouge, il sort direct et il est mis dans une cage de 20 mètres carrés pendant 12 heures. La solitude peut remettre un humain
à son niveau sauvage. Les candidats savent qu'ils doivent respecter les 3 règles fondamentales pour survivre. S'abriter, s'hydrater, se nourrir. L'hypothermie se fait en 3 heures, la déshydratation se fait en 3 jours et le manque de nourriture se provoque en général en 3 semaines ou 3 mois, ça dépend des types d'êtres humains. Pendant 2 semaines, les candidats s'entraidaient. Au début, ils vivaient ensemble. Puis les téléspectateurs avaient certainement déjà choisi leurs favoris, ce qui entraînerait peut-être des disputes, voire de la division. Les caméras de l'île filmaient de jour comme de nuit, grâce à leur vision nocturne, vision thermique. Les organisateurs de ce jeu télé-réalité historique ont lancé avec Orange Bank une crypto-monnaie spéciale pour l'émission. Il y avait un site où les gens pouvaient voter pour une unité de la crypto pour leur candidat favori. En l'espace d'1 heure, 9 millions de cette crypto se sont vendus. Les candidats pouvaient voir sur leur perso virtuel combien de spectateurs les soutenaient. Au bout de 2 semaines, la première épreuve arriva. Les premiers à trouver auraient des récompenses... Ah oui, excusez-moi. Chaque candidat devait trouver un bandeau avec la couleur qui leur était attribuée. Donc là, j'insère une division. Il y a la division qui est non visible, mais qui peut leur donner un ordre d'idée sur le personnage virtuel, combien il y a de spectateurs qui les soutiennent, participent avec des jetons. Et puisque ça ne suffit pas, et que ces personnes essayent de pousser le vice, entre guillemets, pour créer ou non une culpabilité, vous verrez après, il faut dissocier les gens. C'est là où ils étaient solidaires. Est-ce que juste le fait de leur attribuer un drapeau ou un bandana avec une couleur différente pour chacun, ça va les entraîner finalement à ne plus se voir en tant qu'amis et à se diviser, comme pour un parti politique et tout le reste. Vous comprenez que quand j'écris quelque chose, c'est comme dans mes freestyles. Il y a la première version que vous comprenez, il y a la deuxième version qui est assez visible aux écrits, et il y a encore une version plus profonde. Je vous ferai le décryptage de ça, comme je vous ferai le décryptage de mes freestyles si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et là, à nouveau, ça met la haine à certains qui voudraient me ridiculiser en disant que je n'ai aucune capacité de réfléchir par moi-même et tout le reste. Dites-moi, là d'ailleurs, on est à 37 minutes, ce que vous pensez déjà de ce concept que j'ai écrit. Poursuivons. Chaque candidat devait donc trouver un bandeau avec la couleur qui lui avait été attribuée. Les premiers à les choper auraient des récompenses et le choix des récompenses obtenues. Le gagnant, donc le gagnant, ok, j'ai fait une erreur, obtiendra 4 boîtes et pourra en ouvrir 3 d'un coup, avec la possibilité d'échanger la 4e. Le second, qui arrivera donc en seconde position, obtiendra, je sais pas pourquoi j'ai mis obtenu à chaque fois, obtiendra 2 boîtes et pourra en ouvrir une et échanger la 2e. Ça c'est pour le 3e et bon bref, on passe les détails. Le 3e aura 2 boîtes et pourra en ouvrir une et échanger donc la dernière. Tous les autres candidats obtiendront une boîte d'office. Parmi ces box, il y avait des kits de pêche, des couvertures de survie, des fourchettes, des ceintures, des porte-bidons, 2 gourdes d'eau, des purificateurs d'eau, de la nourriture aussi. Dès le soir de cette première épreuve, il y avait déjà des candidats qui s'étaient mis à part. Comme si du fait des couleurs des bandeaux, ils avaient perçu ça comme une règle d'individualisme, du chacun pour soi. Quand d'autres mettaient en commun leur kit, là on voit donc différents profils, ceux qui vont quand même rester soudés, les autres qui sont individualisés se pensant meilleurs parce qu'ils veulent aller au bout, et surtout qu'il n'y a qu'une seule place. D'épisode en épisode, il y avait toujours plus de téléspectateurs, d'intrigues, de défis pour les candidats. En plus de la difficulté du réel, le virtuel s'y ajoutait. Au fil du temps, les gens pouvaient participer à l'aventure, donc en payant avec la crypto Orange, afin de déverrouiller des vivres, des armes, de l'eau pour le candidat qui les soutienne. Il y avait même l'option message pour les plus riches. Ils n'avaient qu'à payer 1000 unités de crypto pour laisser un message au personnage virtuel de leur candidat, afin de l'encourager, la haine étant interdite. Au fil du temps, on voyait l'organisation des candidats par la création d'abris, de la chasse, de la pêche. Leur côté sauvage sortait de plus en plus. Puis un jour, tous les candidats furent convoqués et emmenés sur un bateau futuriste. Le bateau semblait à la fois flotter et voler au-dessus de l'eau. Arrivé sur une autre île, chaque candidat fut placé devant un poteau d'un magnifique bois. Le maître de jeu animateur lança un décompte 3, 2, 1. Les candidats ne savaient pas ce qui allait arriver. Puis d'un coup, donc là on est un peu à la Koh-Lanta, je vous avoue, j'ai un peu copié sur ça.
Le dessus de ces poteaux se décala et chaque personne eut un écran hologramme s'afficher devant eux. Donc là, j'ajoute quand même une différence. Le maître de jeu expliqua que chaque candidat doit voir sa façon d'agir, sa façon de vouloir survivre coûte que coûte, de gagner. Les images et vidéos défilèrent sur leur façon de pêcher, de chasser, de se comporter les uns avec les autres. Puis les directeurs des entreprises partenaires se mirent en place devant les candidats. Dans un premier temps, ils se félicitèrent du succès et de la qualité de cette première version. Ils remercièrent tous les téléspectateurs ayant regardé, participé, et expliquèrent que c'était le dernier épisode qu'ils allaient voir, et que toute personne achetant un ticket, participant à cet événement, au coût de 10 crypto-orange, se verrait parmi la liste des personnes qui pourront être tirées au sort pour gagner l'immortalité. Il y a également, par le soutien d'un public sur la planète, la possibilité d'obtenir, comme les candidats qui sont affrontés, une condition d'immortalité. 2 personnes parmi les participants gagnèrent la vie éternelle. Puis, ils présentèrent en détail toutes les dernières technologies ayant servi à filmer ou encore à gérer la matrice virtuelle des candidats. Puis ils annoncèrent à tous qu'il n'y avait pas un seul gagnant, mais qu'ils venaient tous de gagner la vie immortelle. Ils se questionnaient sur quel type de technologie pourrait les rendre immortels. Les patrons expliquèrent qu'un nouvel âge venait de commencer. Le directeur de Genesis prit la parole. Écoutez, je cite. Avez-vous vu, sur un court laps de temps, comment les humains se comportent de façon barbare ? Aujourd'hui, c'en est fini. Nous vous offrons la possibilité de vivre comme des dieux sur cette île paradisiaque. Nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire, de changer la race humaine. Darwin disait que nous descendions du singe, mais maintenant nous avons la possibilité de se différencier du singe, cet animal sauvage. Si j'emploie race, c'est également pour espèce et c'est pour éviter les critiques et tout le reste. Bill Gates est présent, car il veut que vous proposez dès aujourd'hui la possibilité de consommer de la viande non pas d'un animal doué de sensibilité, c'en est fini de la cruauté, mais de la viande artificielle. Vous pourrez par la suite imprimer sans perte de goût dans différents designs grâce aux imprimantes révolutionnaires qui viendront donc imprimer de la viande artificielle. Vous pouvez également acheter des poissons clonés auxquels on a enlevé une partie de leur cerveau qui créait les sensations jusqu'alors. Voici, pour ce qui est du premier palier du changement. Je laisse la parole au PDG de Google. Bonjour, je suis le patron d'une immense firme et aujourd'hui, je viens vous parler du transhumanisme. Ce que vous avez aperçu de la saison Soit celui qui va au bout n'est qu'une infime partie de ce qu'on va vous proposer. Les règles pour la prochaine saison seront différentes. Les candidats pourront changer des parties de leur corps, ou encore s'intégrer une puce de notre partenaire Neuralink pour utiliser bien plus de 5 à 10% de leur cerveau. Vous-même, qui m'écoutez, n'utilisez pas assez de vos capacités. Ces candidats pourront pousser jusqu'à 80% les capacités d'utilisation de cerveau. Aujourd'hui, ce que nous offrons comme immortalité, c'est une vie dans la matrice de Genesis, un renouveau. Moi et mes partenaires avons mis au point la bêta d'un monde dans le virtuel. Nous avons déjà réussi à transférer des employés avec leur accord dans la matrice. En 2020, cette matrice sera accessible à tous les citoyens. Mais pour le moment, seuls les 12 candidats et les 2 personnes tirées au sort, et certains des employés, pourront bénéficier de la vie éternelle dans la matrice Genesis. Certains des candidats peuvent être un peu surpris de ce type de vie éternelle. Mais sachez que l'île vous appartient. Nous allons également faire un tour de celle-ci afin que vous puissiez constater votre immense villa que l'on vous a attribuée avec piscine, cascade dans vos jardins. Vous aurez 2 arbres incroyables produisant plus de 40 fruits différents. Nous avons coupé d'une certaine façon les branches des arbres fruitiers que nous avons assemblés, greffés à ces magnifiques éléments. Chaque branche a été avec attention scotchée et a nécessité des années pour bien s'harmoniser. Chacun de vous aura une énorme serre où des légumes seront cultivés par des robots et des nanorobots feront le travail des abeilles. Vos villas seront 100% autonomes en électricité grâce aux éoliennes nouvelle génération. Elles sont totalement silencieuses. Vos panneaux solaires et tout le reste pour alimenter l'île. Il y a également des moulins à eau qui produisent l'énergie. Nous apprenons, dans cette partie que je mets, je vous rappelle, c'est de la fiction, le côté où l'immortalité n'est donc pas la transformation du corps, ni
le transfert du cerveau de soi dans l'artifice, dans le virtuel, mais en fait, un examen qui est fait et une reproduction. Et donc après, ces gens qui ont gagné l'immortalité dans une forme de jeu vidéo quelque part, ce jeu vidéo les reproduit, mais comment dirais-je, il les supplante pas. Je sais pas comment expliquer. Dans ce concept, en fait, ils n'ont pas encore gagné une immortalité comme ils pensaient. Et comme je vous le décrivais tout à l'heure, c'est là où je replace du suspense à nouveau. On remarque aussi que dans ces projets technologiques, ils se séparent des animaux pour soi-disant leur bien-être. À côté de ça, puisque le travail est une forme d'asservissement, pour eux c'est pas l'opérari et une réalisation, c'est le tripalium, c'est la torture. Donc ils veulent même libérer les insectes de leur travail, les abeilles entre autres, du butinage, pour que tout soit automatisé et robotisé avec leur nouvelle technologie, dont ils sont les maîtres. Je parle après longuement des compteurs Linky, des effets sur la santé, mais là je vais vous passer ce détail, et on va poursuivre. Avec, vous savez, tout à l'heure on me parlait de ces dirigeants qui donnaient l'exemple pour la notation de ce qui se passe en Chine, là c'est officiel, et de la manière des politiciens de manipuler. Vous allez voir, un petit instant. Le parti VA traitait un gros dossier. Une nouvelle information venait de tomber. Un article de presse revenait sur les politiques de tout parti après de nombreux scandales qui s'engagèrent à de la transparence. Donc on a un moment où on a des détournements de financement, des corruptions de toutes parts. Il faut tout de même des politiques pour gouverner. Et alors ils se proposent de passer dans la nouvelle société, celle de la transparence. On va les noter pour leurs services, la population va pouvoir les noter et suivre également leurs dépenses et tout le reste. Donc la transparence. Tonio n'était pas dupe. Il savait que les politiques étaient le peloton de la marche à suivre. Il devait donner l'exemple d'une transparence aux citoyens afin qu'à leur tour, ils souhaitent être notés et être des citoyens exemplaires. Et être l'exemple pour qu'il y ait l'effet mimétique. Et les gens, ah ouais, c'est une nouvelle société, si tu n'as rien à te cacher, tu n'es pas terroriste, eh bien tu montres patte blanche. Peut-être même tu installes des checkpoints. Ce qui allait arriver en France existait déjà depuis 2014 en Chine, où bon nombre de citoyens étaient sous notation. Mais Tonio sentait que le gouvernement français pousserait le programme encore plus loin. Il y avait ce côté sataniste. Et il avait raison, puisque 2 semaines plus tard, le gouvernement français instaura un programme de notation des citoyens. Et les 1000 meilleurs citoyens se verraient offrir une grande maison, avec un immense jardin. Pas de sanction pour les plus mauvais. Pas de sanction pour qu'il n'y ait pas en fait de refus, voire peu de refus, et que la participation soit à son paroxysme. Comme ce programme était lancé sur le volontariat, par contre tout inscrit se doit d'aller au bout. Et seuls les inscrits peuvent noter les autres. Dans le barème de celui qui note et qui peut être noté, il y a différents critères, comme pour le programme des politiques. Donc, le participant se voit comme surveillé. Toute note négative donnée à son prochain sans raison entraîne une sanction. Tu peux pas vouloir nuire à un voisin ou à une personne que tu n'apprécies pas. Tu dois jouer le jeu dans ce type de démarche. L'État fait comme à une certaine époque en créant une forme de loterie. Là, elle n'est pas issue du hasard. Ce sera même plutôt une sélection pour les personnes qui sont comportées correctement, ayant été exemplaires. Donc toujours la carotte pour avoir les plus crédules, les pauvres et tout le reste. Le participant se voit comme surveillé. Toute note négative donc donnée à son prochain sans raison entraîne une sanction, et s'il y a récidive, il y a exclusion du citoyen en cause du programme et une amende tout de même pour corruption. Pour gagner des points, il faut être agréable, prêt à aider son prochain, respecter les lois, être à l'écoute, faire de bonnes actions, faire attention à l'environnement, favoriser les transports en vélo, à pied, éviter de prendre sa voiture pour faire les courses, ou encore aller au boulot. Faire son travail le plus professionnellement possible, avoir un bon résultat, sans jamais être absent. Et vous perdez des points. Si vous êtes absent, ou encore si vous ne vous impliquez pas à 100%,
Tout le reste, tout mauvais comportement, vous fait perdre des points si vous faites l'opposé de ce qui permet d'en avoir. Quelques jours plus tard, les informations ne parlaient plus que de ce nouveau programme, du fait de la promesse de gagner une maison pour les 1000 meilleurs citoyens. Le taux de participants ne cessait d'augmenter. En seulement 3 jours, 5 millions de personnes s'étaient inscrites. Ce programme fit vite oublier certaines affaires qui étaient en cours et qui touchaient les politiques de France. Dans les grandes villes, là où il y avait le plus de participants, les gens avaient l'air changés, souriants. Est-ce que c'était de l'apparence? Prêts à venir en aide? Est-ce que c'était pour obtenir des points? En plus, à n'importe qui. À première vue, ça semblait parfait, une utopie, pour retrouver une belle France agréable à y vivre. La mauvaise mentalité semblait avoir subitement disparu, les incivilités s'effaçaient, les débats s'ouvraient de plus en plus sur cette notation des citoyens. Tonio était envahi de messages, d'articles, de vidéos, de témoignages. Au marché, il avait de nombreux échanges avec les habitants des alentours. Chaque citoyen qui participait à ce programme devait se munir d'une montre connectée. En fin de journée, il pouvait attribuer un point à toute personne qu'il avait croisée dans la journée ayant fait une bonne action. L'utilisateur, voyant un citoyen aimable ou aidant une personne dans le besoin, avait juste à appuyer sur le bouton bleu de la montre qui récupérait toutes les identifications des individus l'entourant. Et enfin, quand arrivait la fin de journée, il avait les photos des gens qui étaient aux alentours, afin qu'ils sélectionnent ceux qui méritent leurs points. Pour signaler un mauvais comportement, il fallait se mettre à l'opposé du coupable et enclencher l'autre bouton, le rouge de la montre. La montre connectée, il y avait un système qui permettait aux gérants de ce programme de se joindre aux caméras de surveillance pour voir l'action dénoncée. C'est-à-dire, si tu appuies sur le bouton rouge pour alerter d'un mauvais comportement, faire perdre des points et tout le reste, et qu'il y a des caméras à proximité, eh bien le système de Big Brother, Big Mother, lui, il fait une analyse, il fait tourner son logiciel, et il regarde si en effet, ce qui a été signalé, le motif, pourquoi le mec il doit perdre des points ou la meuf, peu importe, est légitime ou pas. Donc c'est cette société technocratique, très surveillée, les gens sont de bonne impression, et comme on en échangeait avec Modé il y a peu de temps, la période du coco. Moi j'ai écrit ça en 2018. Si on retranscrit un peu les faits dans la réalité, 2020. Les gens, ils ont une forme de pouvoir. Ils appelaient pour dénoncer les voisins qui sortaient, qui n'avaient pas signé leur papier. Ils utilisaient une forme d'autorité dans les magasins et ailleurs pour dire le masque, c'est sur le nez. Sinon, je te passe pas tes articles, et encore, je te fais sortir du magasin et tout le reste. Certes, ce n'était pas de la notation, mais le travail est là. C'est-à-dire commencer à ce que les uns surveillent les autres et qu'on en arrive dans une société où, soi-disant, chacun acquiert le meilleur comportement. Poursuivons. La montre était donc munie également d'une caméra qui pouvait se connecter aussi au téléphone et tout le reste. Des mouvements de résistance profitèrent de ce moment où les citoyens étaient occupés à faire les bonnes actions pour faire leurs manifestations et faire des opérations musclées, comme la destruction de caméras de surveillance, de compteurs Linky et tout le reste. Le 12 février 2019, on avance dans le temps, le gouvernement félicita tous les participants de ce programme et annonça les meilleurs citoyens qui venaient de gagner leur maison comme promis, avec également leur petit tableau avec leurs photos, quoi. Une sorte de médaille, et ça, ils sont reconnus. C'est les bons. Le programme était une réussite, plus de 10 millions de participants, c'était également une réussite non pas seulement pour la future instauration obligatoire de la notation des citoyens, puisque ça avait débuté sur le volontariat, mais aussi parce que des dizaines de millions de gens s'apprêtaient peut-être à vouloir rejoindre ce programme. Et de plus, nous disposions alors des big data sur ces personnes, leur comportement. C'était une manière de prendre la température. N'oubliez jamais que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Derrière tout ça, il y avait un autre programme, pas encore dévoilé, qui voulait supprimer le cash par le remplacement de ces derniers avec les crypto-monnaies. En Europe, quasiment tous les pays mirent en place des programmes de notation similaires à celui qui était né en France. Le diable est un très bon pêcheur, le cœur humain n'a pas de secret pour lui, il sait trouver pour chacun la tentation adéquate. C'est par l'argent qu'il a acheté la conscience de Judas, et aujourd'hui c'est par l'appât de gain d'une maison qu'il arnaqua plus de 10 millions d'humains.
juste du côté de la France. Certains disaient que ce genre de notation de citoyens viendrait bien plus tard, et que c'était loin d'être un futur proche, loin d'être opérationnel. Cela ouvrit un débat très intéressant. Tout le monde parle du temps, mais personne ne connaît son origine. Certains croient en des mythes, d'autres osaient dire que ils connaissaient le temps grâce à leur horloge. Mais l'horloge ne vous offre pas en réalité l'expérience du temps. Lorsqu'elle s'arrête, tombe en panne, il continue à défiler. Il était là avant, il sera là après. L'invention de l'horlogerie n'est qu'un instrument. Comme Dieu était là avant ses inventions, comme l'être humain. Alors, excusez-moi, là je l'ai mal lu, c'est comme Dieu était là avant ses inventions, les êtres humains. Je pense que j'ai mal formulé la phrase. Pour saint Augustin, l'attente est le présent de l'avenir, la mémoire est le présent du passé, l'attention est le présent du présent. Il faut savoir que la vitesse devient également un point crucial. Le monde digital est désormais plus rapide que le temps réel. Et les données n'échappent pas à cette tendance. Elles sont produites, capturées, traitées, partagées à une vitesse fascinante. Tant de données, textes, images, vidéos, lieux, goûts, centres d'intérêt, rythme cardiaque, vitesse, constituent chacune une part du puzzle multidimensionnel. Le net, ou intranet, désigne aussi le filet de pêche. La toile. Un clic suffit pour devenir la proie de l'ennemi. Et combien il est difficile de s'en dégager. Certains appellent le net la toile, où l'on serait comme des moustiques la traversant. Mais si l'on souhaite en sortir, on reste bloqué, jusqu'à ce que l'araignée vienne nous déguster. Ça, c'est ce que je vous avais remis aussi en freestyle, avec la toile du net, l'idée que l'araignée, en fait, sa toile, elle lui sert à deux choses. Maîtriser son adversaire, c'est-à-dire détecter une mauvaise présence par la fréquence vibratoire, mais aussi faire prisonnier son alimentation. Et donc, l'idée de la toile, c'était ça, que le système, comme Lilith, une élite comme Lilith, qui est l'araignée dans l'Agartha au cœur de la Terre, en vienne à pouvoir maîtriser la surface sans être détecté par son tissage de liens humains, de communautés, et en fait de mise à disposition d'un outil, à nouveau qui n'est pas visible, et pourtant qui dépasse le temps. En fait, si j'en viens, c'est ça qu'ils vont pas forcément comprendre, à questionner après le temps, c'est parce qu'on est toujours à la poursuite aussi de cette immortalité, de la notation, de l'ancrage dans une certaine période, et peut-être même de blocage. L'être humain, s'il est fait pour vivre, 80 ans, 100 ans, c'est parce qu'il y a un après. C'est comme un labyrinthe. Et on a fait notre parcours, la porte d'entrée finalement n'a pas été verrouillée, il est l'heure d'y revenir en humilité, au lieu de vouloir être à la Dédale et Icare, prendre de la connaissance, des plumes d'écrivain, peu importe des plumes, et de taper des ailes, et de battre, et de s'envoler. Puis finalement, crever. Et retomber dans l'eau. Et reprendre un cycle peut-être sur cette terre. Eh bien, le seul moyen d'accéder à l'autre dimension, quelque part, c'est toujours l'humilité. S'il y a une mort, je m'en remets. C'est comme ça. Dieu est puissant, il a fait ce modèle de on vient au monde pour mourir quelque part, mais pour revivre aussi après. Et l'expérience doit conduire à l'esprit. Donc c'est ce que j'essaie de questionner dans cette partie-là, entre autres avec saint Augustin. L'attente est le présent de l'avenir, la mémoire est le présent du passé. La mémoire, en effet, c'est quelque chose qui a été tamponné dans la matière, mais qui est passé. Et il faut avoir l'attention du présent. Après tout le reste. Il y a autre chose que je voulais dire, mais c'est pas grave. Vous voyez déjà, ça, j'avais 20 piges quand j'ai écrit ça, mais bon, apparemment, comme je n'ai pas un diplôme, un bac, et que je m'invente pas des fausses formations et tout le reste, que je suis honnête, eh bien, il faut essayer de me faire une pression, me pousser, me réduire, me mettre tout petit. 28 février 2019. Le président proposa d'inaugurer la mise en place de la notation de tous les citoyens de France. À l'Assemblée, 80% des voix exprimèrent leur accord pour ce projet qui fut aussitôt mis en application avec un texte de loi et la date de mise en fonction était à compter du 21 mars 2019. Tout citoyen serait obligé de venir réclamer sa montre connectée, de s'enregistrer dans les fichiers de participants. Parce qu'en 2018, j'ai déjà compris que la puce RFID, ça c'est bon. Ouais, c'est nul, c'est désuet. Ce qui va avec l'air du temps, c'est la montre connectée. Parce qu'on sait que c'est vous.
par votre rythme cardiaque, par votre chaleur corporelle, par le système veineux qui peut aussi être, s'il y a des capteurs pour l'analyser, par votre timbre de voix, puisqu'elle est équipée d'un micro. Vous ne pouvez pas la mettre à quelqu'un d'autre. Si vous êtes Jean, vous n'allez pas la mettre à Stéphane ou ce que vous voulez, ou encore à Abdoul. Et la voix sera différente. L'expression, le rythme cardiaque, la chaleur corporelle, tout ça, en fait, ce qui fait qu'on est unique, comme notre ADN. Donc, il y a cette montre connectée qui collecte tout un tas d'informations et qui sert pour la notation des citoyens. Des passages qui enregistrent les conversations, regarde si vous mentez à vos collègues et peut-être pourra un jour ou un autre intervenir dans votre vie privée. Soit en émettant une alerte, une lumière rouge, peu importe, pour montrer à l'interlocuteur que là, la détection de mensonges, il y a pas mal de paramètres qui viennent à prouver qu'en effet, il n'est pas tout à fait honnête. On peut imaginer ça, dans une forme soi-disant d'utopie, où le respect et les conditions d'être citoyen, c'est de ne pas mentir, c'est de respecter l'État, c'est d'aider son prochain, et tout le reste. Rappelons que l'Antichrist, c'est aussi une certaine forme de venir soi-disant en paix, aider tout le monde, dire sérénité, on peut se balader dans la rue, il n'y a plus de guerre, il n'y a personne qui va faire des malversations, détourner de l'argent, s'en prendre à des gamins, tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire c'est le renouveau de la civilisation. Je sais que pour certains, ça paraît farfelu ce que je dis. Parce que comme je vous ai indiqué, certes, c'est de la part de fiction, mais je ne pense pas être fou quand j'écris ça. Je crois, honnêtement, quand j'examine ce qui se passe en Chine, quand je réétudie bien plus tard, parce que ça, j'en avais pas connaissance à l'époque du communisme, et on doit vivre pour la communauté, s'effacer pour le tout. J'avais étudié 1984, où tu as des limites dans la pensée, même dans tes rencontres avec autrui. Le meilleur des mondes, un peu différent encore, mais pareil, vivre pour la collectivité. Je pense que dans le futur, ce qui est dystopique, mais qui deviendrait une réalité, c'est qu'au nom de la protection des femmes, des enfants, de lutte contre le blanchiment, les trafics en tout genre et tout le reste, ce sera l'ultra-surveillance. C'est-à-dire la solution technologique qui n'aura pas besoin d'opérateurs humains en arrière-plan pour analyser, mais fonctionnera par ces armées d'algorithmes qui brasseront ces données. Sauf que pour ce faire, il faut des supercalculateurs, des grandes bases de données, donc des serveurs et tout le reste qui sont refroidis, alimentés en électricité et tout le reste. Et c'est la guerre d'aujourd'hui, entre autres. Poursuivons. Pour proposer ce projet, qui fut accepté rapidement et que les citoyens également ne viennent pas à contrevenir au plan, le président céda des sondages montés de toutes pièces, aidé des médias qui diffusaient un nombre de violences en baisse lors du programme de citoyenneté mis en place de janvier à février, et diffusant un nombre en hausse de savoir-vivre, de collectivités, de retours d'expérience, de témoignages. Pour le moment, le gouvernement annonçait juste une notation, mais toujours pas de sanction, en vue de ce qui pouvait paraître bizarre. Toujours pas de sanction en vue, ce qui pouvait paraître bizarre. Le gouvernement français voulait donner une leçon au monde, être encore le phare du monde, élever son pays au premier rang mondial d'exemple à suivre. Les montres connectées de dernière génération avaient une batterie capable de tenir quelques semaines sans être chargée grâce à la technologie de batterie très puissante développée par les entreprises partenaires de Genesis. La montre transmet un nombre d'informations à l'utilisateur aussi pour qu'il puisse vivre correctement son rythme cardiaque, la tension, la qualité de l'air de l'environnement, le niveau d'oxygénation, le flux sanguin, la qualité du rythme cardiaque et tout le reste. Ces montres sont également munies de micro-caméras de qualité 4K et de micro-caméras de qualité 4K et de micro. Le quotidien des citoyens était maintenant sous enregistrement par le gouvernement. Les humains baignaient depuis peu dans un fleuve de big data dont ils n'avaient pas la visibilité. Aujourd'hui, les miroirs connectés analysent par exemple dans certains logements 30 000 points du visage pour la santé de leurs utilisateurs. Annoncent la fatigue, les rides à venir, le manque de vitamines et peuvent préconiser des soins. Ou encore, des sports génèrent des tas d'informations. Les big data se retrouvent également dans
plusieurs activités sportives. En 2014, lors de la Coupe du Monde de football au Brésil, donc là c'est une réalité sur ça, l'équipe d'Allemagne qui a remporté la compétition n'a pas hésité à utiliser les big data. Le staff de l'équipe allemande a notamment placé des capteurs dans les protèges tibia et les chaussures de ses joueurs. Ces minuscules composants ont ramené des quantités d'informations biométriques. La distance parcourue, les vitesses en sprint, les accélérations, le nombre de ballons touchés, le rythme cardiaque de chaque joueur, etc. Nous sommes sur une application de professionnels, c'est leur métier, et d'adultes. Imaginez ces dispositifs mis entre les mains d'adultes, de parents inconscients qui veulent avoir des petits Mbappé. Vous en avez aujourd'hui certains dans les quartiers, soi-disant la seule réussite, ça ne sera pas les études, puisque c'est long et tout le monde n'en a pas les capacités aussi, c'est une chose. Capacité de concentration, de persévérance et tout le reste. Alors ils veulent des mini Mbappé, plutôt les orienter sur le côté sportif. Quand pour certains aussi c'est le manuel. Être, je sais pas, par exemple, menuisier, électricien et tous les autres métiers encore, boulanger et autres artisans manuels. On peut imaginer que des parents, touchés par cette envie de réussite de leurs gamins, les mettent en concurrence et surtout les équipent de ça. Pour voir, ah mais là t'as été moins performant que le week-end dernier, comment ça se fait que tes prises de balles elles sont vite perdues et tes contacts et tout le reste. Imaginez la pression qui pourrait être mise. La boxe a changé. Et là, c'est ce que je rajoute. Vous pouvez revoir les matchs en 4D de tout angle. Les entraînements ont également été transformés. Les sacs de boxe ont une plateforme en dessous qui analyse la puissance de frappe, la précision de frappe. Pas comme dans les fêtes foraines. Paf, je t'en mets une. Non. Là, c'est la vitesse, en fait, voyez, de votre mouvement par les faisceaux laser et tout le reste placé sur la structure, plus le poids du sac qui a été mesuré, son mouvement entraîné, viendrait par des calculs à émettre la puissance de frappe, la rapidité, tout le reste, et la précision aussi qui a été jointe, on va dire, au mouvement. Donc la précision de frappe, elle émet des programmes vidéo aussi sur le sac de boxe afin de travailler la technique, la rapidité de précision. Je vous avoue, à l'époque, je ne savais même pas que ça pourrait être transposé au karting. Aujourd'hui, vous avez des endroits où vous faites du kart, ils vous mettent une projection sur le sol. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste des projecteurs, mais pour faire une animation. Genre, vous êtes dans Mario Kart. Tu peux envoyer des bananes sur l'autre, jeter une bombe, ou encore, peu importe, tu vois, c'est pour, on va dire, pimenter un peu plus. Et comme on est sur des cartes électriques et électroniques qui va avec, si vous recevez, vous êtes étourdi, la machine s'arrête. Donc ils ont quand même connecté la projection à votre appareil pour que vous ayez une forme d'immersion. Et là, j'ai aussi des collègues de travail qui veulent qu'on aille à Nantes au... Comment ça s'appelle Titanic. Ils ont ouvert une immersion en 3D où t'es carrément avec un casque réalité augmentée et tout le reste. Bon, ça, c'est pas mon dada. En plus, ça coûte, je crois que c'est en groupe 19 balles pour une demi-heure d'activité. Ça fait un peu chier. Mais voilà, de plus en plus, c'est orienté sur ceci. La projection, les activités deviennent... C'est-à-dire, les gens, ils sortent de chez eux, ils ont déjà la télé, les jeux vidéo, Internet, le téléphone. Et même quand ils se réunissent entre collègues pour faire quelque chose, ou entre amis, ou avec de la famille, ça fait plus le kart lambda. T'es avec tes potes, il n'y a pas d'arrêt moteur, t'es sur du thermique, tu te rentres dedans, à la limite comme si c'est des auto-tamponneuses, même si ça gueule. Oh, le matériel, bon. Là, maintenant, ils te mettent sur des trucs électriques. Bon, ça a de la patate quand même, mais sous le virtuel, quoi. Autre chose que je mettais, donc rapidité, précision, le programme, il peut placer là où il faut frapper d'une certaine puissance, avec un coup, est-ce que tu le mets direct, tu as un crochet, un uppercut, peu importe. Pour s'entraîner, certains utilisent le virtuel. Nous retrouvons par exemple les cyclistes qui s'entraînent sur des vélos d'intérieur connectés, recréant la difficulté du dehors avec l'environnement affiché sur l'écran et le choix de difficulté, pluie, neige, soleil, pente plus ou moins raide, etc. Les conducteurs de Formule 1 aussi s'entraînent sur des simulateurs. Ça, c'est pas nouveau, je n'invente pas. Tout est fait pour que les champions soient de plus en plus proches
le plus près possible de la perfection et de l'invincibilité dans leur domaine. Il n'y a pas que les sports qui ont changé. La magie est connectée. Un tout nouveau style de magie est arrivé, avec l'holographie. Notamment le tour spectaculaire où un artiste tient un oiseau et appelle 3 personnes du public. Chacun doit mettre un doigt sur l'oiseau blanc pour dire « Ah bah oui, je sens bien la plume, je vois bien, je le touche. » En tout cas, on le persuade. Donc 3 personnes d'un public viennent auprès d'un magicien, doivent toucher l'oiseau pour confirmer qu'il est réel et dans les mains du magicien. Puis d'un coup, chacun des 3 individus doit retirer le doigt, taper 2 fois dans ses mains et former une sorte de sphère fermée. Et souffler dans ses mains encore en forme de sphère, souffler avec, comme le dirait le magicien, la bonne pensée. Puis en l'espace d'un instant, l'oiseau du magicien disparaît, tout le monde est bouche bée, et les 3 invités ouvrent délicatement leurs mains, d'où sort un oiseau pour chacun. Et les 3 s'envolent, ils semblent si réalistes, le son des battements d'ailes est là. Les invités ont eu l'impression d'avoir touché l'être vivant, d'avoir senti l'air de ces battements d'ailes lorsque l'oiseau s'est envolé, pourtant, ce n'était qu'illusion. C'est faux, hein. Mais c'est pour vous dire le spectacle où il pourrait aller. On sait déjà, à certaines époques, mais maintenant ça existe, un public, on le place sous illusion. C'est-à-dire on va jouer de certains angles, de couleurs, ou encore de manque d'inattention pour faire disparaître un élément et un autre. Ils vont être persuadés, dans la croyance. Il y a l'hypnotisme. Les gens sous hypnose aussi ont l'impression de voir des choses, d'entendre, ou être dans un autre format. Bon, il y a beaucoup de charlatans. Mais ceci étant dit, mêlez ces activités avec une réalité augmentée de la projection et le reste. Je pense que vous pouvez avoir un public qui croit dur comme fer, que non seulement il touche un être vivant, mais qu'en plus, il rentre dans ce côté new ageiste, souffler, mais pas seulement comme ça, penser. Et on les met dans un état de conditionnement à une forme de programme, ils soufflent avec une envie d'avoir un oiseau, de se prendre pour le créateur quelque part, et ça apparaît, et ça s'envole, et ils ont cette impression, ça vient tellement rapidement les surprendre, que c'est réel. Est-ce que ça pourrait être vrai, je ne sais pas, mais c'était ajouté aux autres éléments du spectacle, en dehors de sport. Certains programment également des robots pour faire de nouveaux tours de magie, profitant de leur immense agilité. Tonio remarqua tout ça avec sa femme, et ils étaient fascinés par ces technologies, mais aussi effrayés. Ils échangeaient ensemble de tout ceci, de cette société transformée qui à leurs yeux devenait trop connectée, pour entrer dans un monde d'illusions qui trompe le monde sur le but final de cette machinerie. À quoi bon ? Qu'est-ce qui est vraiment désiré par rapport à ça ? Aujourd'hui, les morts apportent plus d'argent et d'informations qu'auparavant. Les croque-morts en question, là, ne sont plus les seuls à bénéficier de la mort des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La vente de cercueils, ça en est quasiment terminé. Un nouveau genre d'IA est entré en action. L'IA regroupe des individus dans des dossiers qui contiennent les membres de leur famille. Chaque individu a un dossier personnel où sont stockés messages, appels, des réseaux sociaux téléphoniques aussi, qui sont à son nom. Chaque message, appel, vidéo, image de ces réseaux sociaux, chaque recherche effectuée sur Internet, ses manières d'expression, et ça propose à des pseudo-médiums de leur vendre des informations sur les habitants des environs afin que si l'un d'entre eux devient client, la fausse prédiction soit la plus cohérente possible et que les clients soient bluffés. Ça, c'est régénérer le marché des médiums qui viendrait à s'effondrer. Alors, il leur est proposé de récupérer pas seulement les informations des réseaux sociaux, mais également les centres d'intérêt par les applications pour alimenter certaines branches qui vont pouvoir dire la personne se présente, qu'ils savent déjà qui est mort dans leur famille, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont exprimé sur les réseaux sociaux, leur désarroi par message avec leur famille, et ils vont leur annoncer qu'ils sont en connexion avec le défunt, ou plus encore, leur faire croire des choses. Nous sommes à une période de l'histoire où c'est possible. Jouer d'une crédulité. Certains chercheurs travaillent aussi à offrir aux humains la possibilité de créer un double d'eux, ce qu'on a vu tout à l'heure, une sorte d'avatar dans le monde virtuel. Aujourd'hui, le nombre impressionnant d'informations récupérées sur chaque individu rendra la tâche plus facile de créer un double de quasiment chaque humain dans le virtuel. Donc,
Là, je le mets à part de l'émission, comme je vous disais. Je vais passer certains éléments, sinon on va être trop long. Déjà 1h15. Début 2019, avril 2019. Un petit instant. Des GAFAM sortent à intervalles quasi simultanés des lentilles connectées de dernière génération. Quelques années auparavant, il y avait ces lunettes dont nous avons parlé qui avaient été présentées et vendues en petite quantité. Ensuite, il y eut la présentation de prototypes de lentilles connectées. Certains de ces géants des technologies proposaient aussi des lunettes connectées de nouvelle génération pour ceux qui sont plus réticents à l'idée d'être assemblés à la technologie. Les lentilles connectées sont le premier pas au transhumanisme. Bien entendu, les prothèses pour handicapés existent depuis des années, mais là, c'est un pas vraiment dans le transhumanisme, qui est accessible aux valides et aux invalides. Ces lunettes et lentilles de dernière génération permettent d'afficher une réalité augmentée. Cette réalité augmentée permet de mettre un tas d'informations en visuel, la qualité d'un restaurant, d'un hôtel, l'histoire d'un bâtiment, d'afficher un circuit de tourisme, de voir les magasins et commerçants du coin ainsi que leur prix. Elles permettent également de revoir ce qui s'est passé dans la journée, de mettre sur pause des moments, de zoomer sur des détails et tout le reste. Quelques jours passèrent, les lunettes se vendirent à plus de dizaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Je pense que j'aurais même pu mettre centaines de milliers, mais c'est pas grave. Quant aux lentilles, elles se sont vendues à plus d'1 million d'exemplaires en peu de temps. La révolution des journaux arriva. Ça, c'est ce que je disais à l'époque. J'étais inspiré d'Harry Potter sur ce truc-là. Je préfère être honnête. En fait, dans Harry Potter, ils ont les journaux et dedans, c'est animé. C'est-à-dire, c'est pas juste les journaux papier. Tu regardes, t'as, je sais pas, une image comme un gif, à moitié tout le reste. Voilà, j'imaginais qu'en fait, et je pense que ça peut être faisable. Je mettais ça. Donc la révolution des journaux arriva. Les patrons des journaux de la presse devaient trouver un moyen de relancer la production face à la dématérialisation de l'information et à la diminution des ventes de journaux papier. Et c'est là qu'un ingénieux nantais entra dans le bureau du patron d'un journal très populaire dans l'ouest de la France. Il amena avec lui un journal qui à première vue était classique, rien de plus banal, ce que tout le monde peut se procurer en kiosque. Il avait également une mallette. Le jeune homme se présenta au patron et lui dévoila un prototype d'un nouveau type de journal. Il demanda au patron de mettre des lunettes connectées, sorties récemment. Puis il prit le document, le mit à une page où il y avait une étiquette RFID. Il expliqua au patron de regarder 5 secondes d'étiquette, et là, dans la vision virtuelle du patron, une vidéo s'ouvrit, avec le choix de la visionner ou non. De la visionner? Oui. Il le fit. Il lui suffisait seulement de cligner 3 fois des yeux d'affilée pour accepter, pour refuser, et 2 pour accepter. Non, attends. Parce que là, en fait, j'ai écrit le truc que vous avez là. Je sais pas si on voit. On pourrait peut-être faire un zoom. J'ai mis, mais sauf que, est-ce que ça aurait du sens? Je sais pas. Pour la visionner, il lui suffit de cligner 3 fois d'affilée des yeux, et pour refuser de cligner 2 fois des yeux. Ouais. Enfin, après j'aurais pu peut-être changer le modèle, on va dire, de validation. Bref, peu importe. Il y cligna des yeux donc 3 fois, et la vidéo d'un journaliste sur le sujet se lança. Le patron était ravi, c'était là une idée de génie. C'est ce qu'il lui fallait pour relancer ses ventes et en même temps être de la partie de la révolution de l'évolution. Les étiquettes RFID peuvent à la fois lancer une vidéo, mais aussi mettre un accès à d'anciens articles sur le même sujet. Il peut également recenser tous les articles du journaliste qui a réalisé l'article, ou encore relancer des diaporamas de photos de l'article. Le patron était ravi. Il proposa d'engager l'homme très intelligent qui venait de lui présenter cette technologie. Il accepta, mais refusa de signer un contrat d'exclusivité, lui expliquant qu'il venait de déposer un brevet sur cette technologie et qu'il accepterait de privilégier, certes ce journal pour le lancement de sa révolution, mais qu'il serait obligé de faire partager cette technologie par la suite à tous ses concurrents, en tout cas à tous ceux qui souhaiteraient se le procurer. Le patron du journal hésita et réalisa avec son équipe une vidéo afin de faire la promotion de son premier journal, à la fois réel mais aussi virtuel. Les gens ne parlaient que de ça. Ils trouvaient cette innovation géniale. Le lendemain, voilà que la presse put retrouver son moment de gloire. Le monde entier parlait du journal à réalité augmentée. Pour le patron, c'était le meilleur coup de promotion du siècle. Le journal fonctionnait avec les lunettes, mais aussi avec les lentilles connectées.
sur la planète, tout le monde voulait acheter la technologie. Aux États-Unis, une femme d'une trentaine d'années, nommée Amy, inventa les télé VR. Non pas des télévisions qui proposent des programmes avec des casques VR, mais 2 types de nouvelles télé. La première télé, donc là c'est pareil, hein, j'invente, mais je pense que ça a dû traverser la tête de certains quand même. Ou alors je suis passé à côté d'une richesse. Hein. Ça c'est écrit en 2018, les amis. Je vous le mets, si vous voulez zoomer, voilà, c'est là. Ce qui est incroyable, c'est que je dis, la révolution des télés, on est passé du truc à gros cul, au LCD, au LED, et à d'autres révolutions encore, le QLED et tout le reste. Je disais, les projecteurs, ils sont mauvais. Souvent, ils font en plus un drap, la qualité est pas terrible. En revanche, des étiquettes RFID. Un petit instant. Des étiquettes RFID. Dans le salon. Assez discrètes d'ailleurs, qui peuvent même être cachées derrière la tapisserie. Puisque elles émettent et elles réceptionnent. Pourraient remplacer les cadres, remplacer les télés, passer d'une pièce à une autre sans avoir perdu le visuel du contenu. C'est une forme de dystopie à nouveau. Parce que c'est que tu quittes jamais la réalité. Et même, est-ce que tu aurais besoin dans ces cas-là d'avoir des tags RFID ? Et en fait, l'objectif du tag RFID, c'est que par tes lunettes ou par tes lentilles, eh bien que tu n'aies pas partout la télé qui s'active. Que dans la domotique, on va dire, de la pièce, dans son interconnexion avec les différents appareils, tu décides soit d'activer à certaines parties de la journée, peu importe en tout cas d'être là. Et même dans le salon, et ça serait triste aussi, mais comme je vous dis, il faut analyser et anticiper l'avenir, que le père, la mère et les enfants soient tous dans le même canapé, face, on va dire, au mur, entre guillemets, et que chacun ait son programme. Le gamin, il regarde ses dessins animés, les darons, ils regardent un film interdit, par exemple, au moins de 12 ans ou autre, et celui qui est en adolescence, il est là en train de kiffer sa série, sans avoir été tout seul dans sa chambre, sans s'être reclus derrière un autre écran. Ils sont ensemble, mais en même temps c'est dystopique, parce qu'ils sont effacés. La vraie vision n'est plus là. Ça, c'était un des trucs que j'imaginais. Aussi, en dehors de ceci, les équipements RFID venaient envahir la Terre, les étiquettes étaient partout. Alors, je ne savais pas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas ces QR codes, qu'on peut faire la même chose avec un QR code. Donc, pas besoin d'apposer sur un journal une étiquette qui va coûter peut-être 5 ou 10 centimes. Juste de l'encre avec le bon QR code et tu as le même résultat. Certaines marques de frigo, de lunettes, de lentilles, de miroirs se mettaient à mettre un service en place. Pour une faible somme, les gens pouvaient repartir avec des produits de haute qualité. Mais en échange, ils devaient regarder 2 à 10 publicités par semaine pendant un certain temps, selon le coût de chaque produit. Aucune fraude n'était possible puisque il fallait contracter un contrat pour pouvoir regarder les publicités. Le visionnage de l'utilisateur est vérifié par la caméra aux connaissances faciales. C'est-à-dire, tu peux pas faire le petit malin, lancer un onglet et laisser la pub se mettre en coupant le son. Ils doivent contrôler que tu regardes la vidéo. En échange, ils te donnent l'accès à peut-être moins 80% du prix de leur article. Et ça, quelques années plus tard, ça s'est passé, pas exactement comme ça, mais avec Netflix. C'est-à-dire, les gens, ils payaient leur abonnement, ils pouvaient le partager, et est venue la décision qui a pris le relais en disant, pour les moins chers, comme pour Disney, je crois, vous aurez une publicité comme ça de temps en temps. Ou même, moi j'ai fait l'erreur récemment là, d'acheter un téléviseur connecté, au lieu de prendre une clé à côté et de mettre en Chromecast ou peu importe. En fait, quand tu passes, par exemple, sur l'application YouTube, ils te mettent une pub. Quand tu passes... je crois que c'est sur leur lecteur vidéo pour mettre un film, ils t'affichent une pub. Même plusieurs, je crois, ils t'en affichent 2 ou 3 d'ailleurs. Et tu peux pas quitter, tu peux rien faire. Tu coupes le son, mais si c'est la pub de Google, t'entends la télé, c'est très très léger. Hein. Genre le son est peut-être à 1. Il est affiché en mute, mais t'entends le... En fait, le débit de la parole. Genre si tu te mets vraiment collé, on va dire, à l'écran, tu vois que dans leur nouvelle technologie, ils poussent le vice, c'est-à-dire même la pub où tu mettrais en mute,
parce que tu es obligé de toute façon de l'avoir à l'écran, ils font en sorte qu'il y ait un filet audio, hein, c'est tout léger, mais il y a un filet audio quand même, pour te forcer, mine de rien, à rentrer dans ton subconscient, à ce que tu entendes, ce qu'ils veulent te partager. Bon, on a 1h30, je pensais être plus rapide. La prochaine fois, on fera la dernière partie, parce qu'il y a tellement de choses encore à lire dedans, sur la version 2 de Soit celui qui va au bout, et autre chose. Hop, ça je marque. On reviendra sur ce que j'avais fait à l'époque, il faut que je le remette un peu au propre, avec le concept de faire l'assemblage. À la suite de ce livre, j'ai voulu plutôt partir sur ce qui était hors de ma plume. Et avant que je sois interrompu par quelqu'un qui m'a pris trop de temps, malheureusement, en me disant islamophobe, xénophobe, raciste, j'ai essayé d'y répondre pour lui montrer que c'était pas le cas. En fait, je travaillais sur un projet, c'était et faire le tome 2 et faire le tome 3, avec notamment des solutions pour les cycles d'un monde meilleur, puisqu'il n'y a pas que de l'horreur, il y a aussi du beau dans notre univers Hale, vers le créateur, EL, hein, pas le H2L, et je voulais établir une structure, en dehors d'un autre livre que je suis en train de rédiger. Il faut que je trouve le temps aussi, hein, parce que c'est compliqué. Cycle 1. Croissance, forme, embryon, fœtus, dépendant de l'épigénétique, de l'interaction de la mère avec l'environnement et des ascendants. Cycle 2. Naissance. Cycle 3. Découverte. Nous naissons. Nous sommes bébés dans le monde. Cycle 4. Apprentissage en tant qu'enfant. On vient se construire et tout le reste. Et comment se construire au mieux. Cycle 5. On vit nos expériences. Quand on commence à être ado, adulte. Cycle 6. On s'aventure. On est dans le développement. On remet des choses en question. On laisse la place au doute. Cycle 7. On devient constructif. Ça, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Quand j'entends par constructif, c'est on fonde une famille, on s'établit dans une maison, on devient un adulte avancé. Cycle 8, on rentre dans la reproduction. C'est-à-dire, l'homme et la femme ne font qu'un, ils ont trouvé leur foyer. Il est l'heure après de remplir le rôle de pourquoi on est aussi sur Terre, de léguer à la fois de la génétique, mais aussi, si on voit la descendance comme plus que juste un être humain, il y a le spirituel à lui partager, la métaphysique, il y a la connaissance, pour essayer que lui-même, à sa descendance, il soit toujours meilleur. Le cycle 9, là, on rentre dans l'expertise, en fait, on est dans plusieurs domaines, par nos expériences professionnelles, nos tâtonnements, nos erreurs, notre construction familiale, les choses difficiles que l'on doit affronter dans la vie, pour arriver au cycle 10, la fin de carrière. On est vieux, ça y est, on a légué. C'est les mômes qui ont pris le relais. Et le dernier cycle, c'est fin des cycles, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. On arrive peut-être dans l'autre monde. Et en dehors de ça, eh bien, il était question de se pencher sur la santé pour être dans les meilleures conditions, dans un monde meilleur, et pas le meilleur des mondes ou le monde des meilleurs, mais bien dans un monde meilleur, où on fait notre possible, mais on reste fragile, nous ne sommes pas des dieux, on commence pas à se mettre des tas de technologies dans le corps, tout ça. Et je travaillais entre autres sur la gestion du stress, les efforts physiques, le sommeil important, l'alimentation, l'auto-coaching aussi, sans rentrer, comme je dis, dans l'esprit new ageiste. Le côté de la probabilité aussi de se questionner en philosophie, d'être là, à ce moment précis de l'histoire, alors qu'on aurait pu être soit ne pas exister, soit être à d'autres périodes. Qu'est-ce que réussir dans la vie ? Est-ce que c'est réussir ses rêves ? Est-ce que c'est se reproduire ? Qu'est-ce que la réalisation de soi et de ses projets ? Et comment on les met en place ? Soit d'ailleurs qui passe par la santé, le bien-être, l'OMS qui définit le bien-être en 3 points, et dont le social qui fait partie, mais il y a aussi le côté à l'intérieur, dans la tête, dans la boîte crânienne de nos pensées, de la psyché, du corps du coup, et des relations sociales. La connaissance avec conscience, la connaissance également de ses goûts, de ses loisirs, de ses ambitions, de ses rêves, refaire fonctionner la mémoire, l'autoréflexion, c'est-à-dire l'observation, l'interprétation de ses propres pensées, de ses sentiments, sans non plus être à tomber dans une folie où même le souffle, et vous n'arrivez plus à respirer correctement, où vous êtes obligé de... Inspiration, expiration. C'est bon en sport, c'est bon pour la détente, mais il ne faut pas que ce soit toute la journée. C'est pareil. L'autoréflexion, se porter sur l'interprétation de ses observations, de ses pensées, c'est bon
à certaines périodes, mais il faut aussi se laisser comme ça couler dans le flot de la vie. L'idée de se fixer un objectif pour qu'il soit efficace, c'est le comprendre le pourquoi, nous le trouvons essentiel, le comment nous allons réussir à y répondre pour l'accomplir, arriver à sa réussite. Afin de maintenir son énergie et sa détermination, nous avons donc besoin de connaître nos actes pour leur donner du sens. À une certaine période, en 2022, je crois, par là, 2023, j'ai fait un peu de philosophie sur le sujet que vous pouvez retrouver sur Odyssée. L'idée de SMART, spécifique, mesurable, accepté, réaliste temporellement. Temporel, est-ce que c'est une bonne solution quand ils disent la technique intelligente SMART, la confiance de soi, sortir de cette ineptie d'infériorité, c'est pas non plus vouloir écraser les autres, c'est savoir être en juste mesure. C'est-à-dire, on se connaît pas totalement nous-mêmes. Ça rejoint aussi un livre de Charles Pépin, La confiance en soi et la rencontre avec autrui, je crois. Puis après, bon, il y a plein de choses. Hein. Je crois qu'il y a peut-être une cinquantaine de pages où je travaille. Parce que comme je vous dis, il est important d'écrire à la fois de reproduire des fois ce qui existe, de synthétiser, mais aussi de partir dans ses propres développements, même de tirer en longueur. C'est pas un souci. Parce qu'en fait, ça vous met à l'exercice du langage, d'essayer de trouver du lexique, à la fois des synonymes, aussi de trouver du sens à ce que vous faites, et tout le reste. Merci pour votre écoute. Donc, il y a eu 10-15 minutes au début pour remettre les pendules à l'heure. On a poursuivi le temps avec la deuxième émission Planète Terre sous contrôle. Il y aura un dernier épisode qui arrivera prochainement. Comme vous l'avez compris, je vous expliquerai aussi le cheminement, comment j'en suis arrivé à la première version de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial après, et de la guerre ouverte contre les peuples, puis de cet objectif aussi de faire les cycles d'un monde meilleur, et à côté de ça, me penchant beaucoup sur les religions et d'autres études, je suis en train de construire un livre qui sera 100% de ma plume. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. Bye. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées, n'oublions pas. Notre victoire étant assurée par le Christ, Yeshua Barelli. Peu importe les menaces que vous subissez, les invectives, ceux qui veulent rigoler. Allez, par exemple, là, vous m'avez à l'écran. Vous voyez quelqu'un d'obèse? Vous voyez quelqu'un de disproportionné ou au contraire, vous voyez quelqu'un de normal? Pas un bodybuilder non plus, mais quelqu'un de normal. Pareil, mes bras. L'autre, il voudrait que j'essaie de complexer. Essaie déjà de remplir ton t-shirt ou ton polo taille M et on en reparle après. À très bientôt.